Alors là, je ne suis pas sur un stand, mais je suis dans l'espace pro d'Asmodée avec Frédéric Henry. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors je dis Frédéric, mais enfin tout le monde t'appelle Fred. Oui, c'est vrai, tout le monde Voilà. m'appelle Fred. Ça va? Ah, très très bien. C'est un honneur de te rencontrer, vraiment. Bah, merci. Alors je tiens à le dire parce que c'est vrai que alors je dis pas que je te cours après depuis toujours, mais en fait t'es rare, on te voit rarement dans ces événements-là. Oui, alors je n'allais plus du tout en salon depuis des années. C'est vrai que j'avais fait une sorte de break, salon, réseaux sociaux, monde du jeu, on va dire. Voilà, je m'occupais de la boîte, mais dans l'ombre. Alors la boîte c'est évidemment Monolith Edition, voilà ta société. Dans laquelle tu as créé un certain nombre de jeux, dont Batman Gotham City Chronicles, dont je suis archi fan. C'est mon jeu numéro 1 ever. Voilà, je le dis parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un jeu extraordinaire qui change du commun parce qu'en fait, il y a des techniques vraiment particulières à adopter dans ce jeu-là si on veut y arriver. En fait, c'est pas, il faut pas y aller à bourrin sinon ça marche pas. Ah non, ça, enfin voilà, dans Batman, beaucoup plus que dans Conan, par exemple, il n'y a pas de. L'aléa finalement assez peu de place. Enfin, il y a de l'aléa parce que tu joues avec des dés, et puis, etc. il y a des dés, mais on peut. Mais au final, tu le pondères terriblement parce que c'est avant tout vraiment un jeu de stratégie. C'est ça. Et en fait, vraiment, il faut tout compter. Il faut vraiment y aller, réfléchir à fond. C'est au cube près. C'est au cube près, et c'est exactement ça. Et je sais qu'il y a des gens qui, parmi mes connaissances, qui ont été déçus, mais qui ont moins aimé dans le sens où eux ils s'attendaient à avoir du fight, et en fait si tu fais ça, en gros tu n'arrives jamais à faire un scénario, c'est toujours les vilains qui vont gagner si tu fais ça. Oui, parce que les scénarios ont été créés de façon, alors après c'est peut-être une erreur, mais de façon justement à ce que le fight soit pas la finalité, mais c'est un moyen. Par exemple, dans un scénario très classique qui est éteindre les bombes, la finalité évidemment c'est éteindre les bombes, le fight c'est périphérique. Ouais. En fait, les méchants vont essayer de te gêner, tu vas contrecarrer les méchants en leur tapant dessus pour les empêcher de te gêner, mais le but reste éteindre les bombes par exemple, parce que là le temps joue contre toi et plus tu combats, plus tu perds du temps. Voilà, donc les scénarios, c'est une volonté de notre part de construire le jeu comme ceci. Après, je sais que oui, il y a des détracteurs parce que c'est pas un pur jeu de combat justement. Ouais, mais en même temps, c'est ce qui fait la richesse de ce jeu-là et puis son intérêt, pour ma part, parce que du coup, en comparaison avec d'autres jeux où vous allez jouer les personnages les uns après les autres, là vous pouvez faire une action. Et puis un autre fait une action, et puis en fait il va falloir combiner tout ça pour arriver à... C'est même d'autant plus important, et ça dès Conan, que c'est la coordination. En fait, une bonne coordination, ça te permet, désolé je rentre dans le système, mais ça te permet d'économiser des cubes d'énergie. En fait, entre ne pas coordonner les personnages en les jouant chacun tour à tour, ou au contraire en les coordonnant en disant tiens toi tu fais ça donc tu tues lui donc ça me fera un déplacement gratuit plutôt que d'avoir une pénalité de déplacement, etc. À la fin, avec une bonne coordination, à chaque tour tu vas économiser peut-être 2-3 cubes qui sur une partie totale, même sur 10 tours, là on est en train de parler de 30 cubes, c'est juste colossal. C'est ça. Et puis en plus on est limité à chaque fois par un type d'action avec le nombre de cubes en fait. Bon, je vais pas vous refaire l'explication de Batman, mais c'est juste en fait c'est un bonheur de pouvoir parler de ça avec l'auteur du jeu parce que évidemment c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Et du coup tu as dans Monolith évidemment vous avez eu d'autres projets immenses comme Conan qu'on revoit actuellement. Il est en campagne. Conan, il y a eu 4 campagnes Conan maintenant en bientôt 10 ans. C'est ce que je te disais en off, l'un des objectifs avec Monolith par rapport à ce qui se fait beaucoup en Kickstarter, c'est au contraire de ne pas faire des one-shots, c'est-à-dire de suivre nos gammes. On a très peu de gammes, ça nous est aussi reproché, c'est vrai qu'on n'est pas les champions de la nouveauté, on a assez peu de gammes, par contre on essaye de les suivre sur le long cours. Et ça c'est aussi une volonté, c'est de faire vivre nos jeux. En fait, l'idée c'est que quand tu viens chez Monolith, tu viens pas juste comme ça, on te garde parce que si le jeu te plaît, on continuera à l'étoffer année après année et on va pas juste faire un feu de paille. Je déteste les feux de paille. Et là, on le voit avec Mythic Battle Panthéon. Alors, il y a Mythic Battle Panthéon, Ragnarok et maintenant Mythic Battle. Et donc là, vous allez avoir des nouvelles campagnes donc en Égypte. Là, c'est l'Égypte maintenant, mais en fait, il en va de Mythic Battle comme il en est allé de Conan, comme il en va de Batman. C'est-à-dire, encore une fois, c'est cette logique de gamme et de complétion peu à peu de la gamme, et on a des itérations, on avance, on n'a que des produits entre guillemets qui se sont jouables en soi, c'est-à-dire sur Mythic Battle, t'as pas besoin d'avoir le dernier Mythic Battle pour apprécier ton Mythic Battle d'il y a 4, 5, 6, 7 ans. Par contre, il y a cette logique de crossover aussi qui fait que ça peut enrichir, le nouveau Mythic Battle peut enrichir les anciens. Mais encore une fois, dans tous les cas, le plus important, c'est qu'on reste dans cette logique d'entretien de gamme sur le long cours.
Et donc tu as aussi la saison 2 de Batman qui est ça c'est livré, etc. Ça, c'est, les gens ont tout le matériel chez eux, mais il y a la saison 3 La saison qui est 3 encore en qui, cours. qui est en cours de... Alors là, la production est quand même très avancée. Ouais. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard, mais la production est très avancée. Là, elle va se finir avec la fin du Nouvel An chinois. Je pense que ça arrive en mai-juin. Je vais dire juin pour être sûr. Ouais. Mais on est quasiment... par exemple, pour le jeu de rôle, même on a déjà les exemplaires, tout est prêt. Le jeu de rôle, on avait pris un peu de retard sur les versions américaines, puisque suite à la publication des PDF, on a eu des retours. Il y avait certaines coquilles dans la version purement américaine, donc on a refait faire un travail de relecture et de trad, ce qui fait qu'on a raté le nouvel an et que là, ça y est, ça part au print très bientôt. Et on a déjà de toute façon les exemplaires de pré-print qui sont ce qu'on appelle les MCP, des exemplaires usines qui sont des micro-tirages, mais avec tous les réglages machines. D'accord. Et on approuve, et alors on lance le gros tirage. Okay. Tout à l'heure, c'était l'occasion, voilà, tu vas voir. Moi, je ne les avais pas encore vus, figure-toi. On les a reçus vraiment pour le salon. Et alors, je suis pas du tout objectif, mais franchement, c'est en termes de qualité, c'est vraiment le top. Je trouve, mais je suis pas objectif. Mais tu verras. Enfin, je te laisserai constater. Ok, de toute façon, j'ai hâte d'aller découvrir ça sur le stand. Et puis c'est vrai que sur la saison 3, il y a un truc particulier, parce que non seulement c'est pour le jeu de plateau, mais effectivement, comme tu le disais, il y a le jeu de rôle, voilà, qui a l'air vraiment hyper complet, et puis dans l'univers de Gotham City Chronicles. Justement, parce que le jeu de rôle, pour moi, on va faire aussi la même chose, là on voit avec Conan, c'est parce que ça fait partie de cette continuation de gamme, c'est-à-dire que je dirais presque que c'est le step d'au-dessus en termes d'immersion. Pour moi, je trouve que Conan, par exemple, c'est un jeu assez immersif. Je trouve qu'on fait des jeux assez immersifs, mais j'aime bien cette idée d'aller au step d'au-dessus et carrément rentrer dans le jeu de rôle qui est l'expérience immersive pour moi la plus pure et la plus poussée. Donc moi, encore une fois, je viens du jeu de rôle, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, le jeu de rôle. Et donc là, aujourd'hui, avoir la chance de pouvoir travailler sur notamment certaines grosses licences, mais en tout cas sur des univers qui me plaisent dans le jeu de rôle, c'est juste magique, quoi. On va dire. Je vais pas dire que tout est magique chez Monolith. On a eu vraiment notre gros lot d'emmerde, mais aujourd'hui, ça nous a servi. On a vraiment. Aujourd'hui, on est bien. Alors, on n'apprend pas toujours de ses erreurs, justement, mais je peux dire que nous, on a appris quand même à la dure. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une super dynamique parce que le travail est derrière nous. Voilà, ça c'est vraiment la première année où là, l'année à venir, par exemple, n'importe quelle campagne que tu peux citer de chez Monolith, c'est prêt. Je vais te dire, Solomon Kane, c'est prêt. If 7, c'est prêt. Conan, ce sera bientôt prêt. Et on ne lance plus rien qui ne soit pas prêt. Ouais. Et comme ça, en fait, il n'y a pas le stress de post-campagne de se dire merde, maintenant il faut finir, merde, c'est la course et tout. Il n'y a pas de course, c'est pas fini, on lance pas, c'est fini, on lance. Voilà. D'accord. On va dire le revers de la médaille, c'est que y a moins de surprises parce que d'ailleurs, je pense même qu'on va passer pour les stretch goals au stretch goal quotidien, comme ça, tout le monde sait que c'est là, on arrête de faire semblant, tout le monde sait que c'est dans la boîte, c'est le côté calendrier de l'avant, si tu veux. Bien sûr, mais en même temps, c'est on ne sait pas exactement ce que c'est. La figurine, par exemple, sera grisée, sera floutée, mais on sait qu'elle est là dès le début. On connaît dès le début l'entièreté du contenu de la boîte. On connaît juste pas la nature exacte du stretch goal, qui finalement n'est pas un stretch goal, mais qui est une surprise quotidienne. Oui, parce que le but, c'est aussi que les gens reviennent sur la page, essayer d'avoir une page un peu vivante. C'est vrai que nous, on pêche un peu là-dessus. Nos caisses sont pas très très vivants, mais encore une fois, parce qu'il y a plein de gens qui vont voir au début et qui se disent je vais attendre un petit peu et puis. De toute façon, quand tu regardes la dynamique d'un caisse, globalement, tu vas voir au début, ça te plaît pas, tu back. Après, tu vas voir ce sacré ventre mou, et à la fin, tu reviens. Est-ce que le contenu à ce moment-là, maintenant, fait que le risk reward en vaut la peine? Et alors, tu back ou pas? Et bon, souvent tu back parce que les choses sont tombées. Et là, je pense qu'on sera à peu près. Enfin, je pense pas que ça change beaucoup la dynamique, mais je trouve ça. De toute façon, vu notre façon de procéder, le stretch goal entre guillemets quotidien, beaucoup plus sain. Voilà, ce sera plus sain et il n'y a plus d'improvisation. Il faut arrêter complètement avec l'improvisation. C'est ce qui a failli tuer Kickstarter aujourd'hui.
Il y a une licence aussi que vous aviez rachetée à un moment donné. C'était Orquest. Oui. Voilà, et que vous avez retravaillé. Vous avez fait quoi là-dessus? Alors, retravaillé, on a assez peu retravaillé. On a retravaillé graphiquement, on a retravaillé la présentation des livrets, etc. Mais nous, on a récupéré plus un travail d'édition, mais pas de voilà. De la mécanique. Alors, ce qu'on a retravaillé, c'est on a retravaillé, on va dire, la façon de l'agencement global des pledges. C'est-à-dire qu'on a tout mis dans dans 2 grosses boîtes. De façon à ce que tout soit rentable. Le problème, c'est que la campagne initiale telle qu'elle avait été construite n'était absolument pas rentable. Il y avait beaucoup trop de ce qu'on appelle des SKU, c'est-à-dire des références. Chaque référence, c'est des boîtes en plus, c'est des plastiques traits en plus, c'est du picking en plus. En fait, c'est un jeu qui revenait vraiment sous sa forme antérieure extrêmement cher à produire. En l'occurrence, le jeu était très avancé quand on l'a récupéré, mais c'est vrai que la Mess Game n'avait plus les ressources pour le produire et le livrer. Donc on a contractualisé contre la livraison de tous les anciens pledgers, la récupération des droits et des assets. Et en fait, il s'est avéré que c'est une opération très rentable puisque... si je rentre dans les chiffres, c'est un tout petit caisse pour nous. Post-PM, en chiffre d'affaires hors taxe, c'est un peu moins, c'est 400 000 euros. PM, c'est Pledge Manager. C'est 400 000 euros et c'est comme un truc avec une très belle renta, puisqu'on doit être autour de 160 000 euros de renta. D'accord. C'est-à-dire que c'est un très très beau taux de marge en ayant livré les 2000 anciens. D'accord. Parce que tous les gens qui avaient pledgé du coup sous l'ancienne campagne. Alors encore une fois, comme je le dis souvent, c'est pas bien ce que je fais, je devrais pas donner ces chiffres-là, mais c'est pas grave. C'est que KS, c'est vraiment une industrie de frais fixes. C'est-à-dire ce qui coûte vraiment cher, c'est tous les frais fixes initiaux, c'est-à-dire les moules, les illustrations, les sculptures, le travail en interne d'une équipe. Tu fais travailler une équipe de 7 personnes pendant 2 ans sur un projet, c'est 2 ans de salaire complet. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est quand tu retires. Voilà, le retirage, c'est pour ça qu'on nous critique souvent sur le fait qu'on retire, mais sauf que c'est c'est le secret d'être toujours là et d'être rentable, c'est de pouvoir retirer justement. C'est d'avoir absorbé une bonne fois pour toutes les frais fixes et alors ça devient royal. Enfin, toi, à tel point que les gens étaient étonnés souvent que Conan, on a pu présenter la Kingbox qui était vendue à l'époque, donc il y a on va dire 10 ans, à une époque où il n'y avait pas d'inflation, on la vendait 135 $. Et là aujourd'hui, oui, on peut la vendre 99 €, alors que 10 ans plus tard, avec toute l'inflation qu'on a connue, mais parce que la réalité, c'est le coût du travail qui est le facteur prépondérant du prix d'une boîte et pas tellement son contenu. Son contenu joue, mais très honnêtement, ce n'est qu'une part, et parfois une part congrue, de ce qui constitue le prix réel d'un jeu. Et donc voilà, des OP comme ça de récupération, ça peut s'avérer très rentable. Alors il y a des OP qu'on n'a pas fait, sur lesquels on s'est penché, qui n'étaient absolument pas réalisables pour nous à notre échelle, parce qu'il y avait trop de pledgers. Mais une OP comme Orquest, c'était très intéressant. En tout cas, je crois que les pledgers de Orquest étaient bien contents de pouvoir récupérer leur pledge à un moment donné. Je pense que là, c'est un deal gagnant-gagnant. Oui. Honnêtement, tout le monde y a gagné. Voilà, le Mess Game a sauvé la face. Nous, on a gagné de l'argent et les pledgers ont reçu leur jeu. Donc, globalement, je pense que on peut dire que c'est un bon deal pour tout le monde. Ouais, c'est cool. Et vous avez aussi une boutique en ligne sur laquelle vous avez actuellement pas mal de produits. Il y a beaucoup de produits Conan. Alors il y a beaucoup de produits Conan parce que de toute façon, voilà, on avait finalement on a ce qui est disponible. Simplement, là, on est en train de l'enrichir. On vient de l'enrichir d'Orquest, bien qu'on en ait très peu. On a très peu de surstock sur Orquest. On l'enrichira très bientôt du coup de Mythic Battle. Et puis tu me disais aussi du surplus de Batman s'il y a... Et du surplus de Batman quand il arrivera. Mais voilà, aujourd'hui la boutique, alors on a un problème de frais de port, c'est vrai qu'on est cher, là, on est en train de travailler de concert avec Philibert pour pouvoir réduire nos frais de port, quitte à prendre sur nos marges, mais en fait on va peut-être un peu augmenter nos prix parce qu'il s'avère que
en gros, dans le commerce online, tout le monde mange sur ses marges pour avoir des prix pour avoir des frais de port beaucoup plus faibles que ce qu'est la réalité de ces frais de port. Moi, c'est pas un truc qui m'intéressait. Moi, j'aimais bien que chacun paye pour son propre truc et chacun paye son prix. A priori, ça ne se fait pas. Enfin, ça se fait pas. C'est pas c'est pas les façons de procéder, les process classiques du commerce online que je ne connais pas. Après, moi, la boutique, pour moi. C'est simplement une façon de vendre le surplus. Moi, je ne cherche pas à ce que Monolith devienne un commerçant, boutique en ligne, online. C'est un autre travail, c'est pas ce qui me plaît. Ouais, voilà. Ok. Et alors là aujourd'hui, du coup Fred, tu es là aussi sur le festival, surtout d'ailleurs en tant que créateur. Pour auteur en fait pour Bounty Hunters dans l'univers de Star Wars. Voilà. Je le montre, après je le pose. Je vais le tenir moi. Non mais t'embête pas, t'embête pas. Oui, parce que moi ça c'est un jeu auquel je crois énormément, mais vraiment énormément. Il se trouve que ça tourne très bien, ça se joue de 2 à 6, même si je préfère largement de 3 à 6. Je trouve que 2 c'est pas une super configuration parce que c'est un jeu de draft. Ouais. C'est 20 minutes la partie, c'est très compétitif dans le sens où moi, j'organise notamment un tournoi parce que ça s'y prête super bien. Un joueur qui sait jouer battra systématiquement un joueur qui ne sait pas jouer. Ça c'est vraiment, il y a une vraie courbe de progression, il y a plein de combinaisons dans tous les sens à faire. Moi c'est un jeu qui me plaît énormément, auquel je crois donc énormément. Et si ce n'est pas chez Monolith, c'est tout simplement parce qu'à l'époque où il est arrivé chez Asmodée, alors il y a 2 choses. Il y a de toute façon Monolith ne peut pas se permettre la licence Star Wars. Et le proto était déjà sur Star Wars et pour moi ça a toujours été important qu'on soit dans l'univers de Star Wars parce que c'est un univers qui me plaît énormément. Et tu peux imaginer que pour moi j'ai grandi avec Star Wars et c'est une joie aujourd'hui de pouvoir me dire que je fais des trucs sur Star Wars. On a grandi en même temps sur les mêmes choses. Franchement c'est vraiment super plaisant. Et secondo, à l'époque, donc, Monolith ne comptait pas spécialement aller en retail. Et là, on a ouvert une vraie branche retail qui est qui est très séparée, on va dire, de la branche historique, le canal historique qui est le crowdfunding. Et donc, comme cette branche retail n'existait pas, il m'est même pas venu à l'idée de le faire chez Monolith, en fait. Au final, j'aurais bien voulu, mais j'aurais pas eu Star Wars. Et là, je suis vraiment content que ce soit Star Wars. Tu aurais pu le faire sur Batman. J'aurais pu le faire sur Batman, mais c'est vrai que l'univers Star Wars, c'était aussi En fait, ce qui est marrant, c'est que... Pourquoi c'est Star Wars? Notamment parce que j'avais pris les personnages chibi de Derek Loffman, qui est ce dessinateur. Le proto était déjà sur Star Wars avec ce même dessinateur. Sauf qu'on était sur des chibi et pas sur des personnages qui sont, je dirais, plus BD, comics. Ouais. Simplement parce que Lucasfilm ne voulait pas de personnages chibi sur un jeu là, maintenant, tout de suite. Mais sinon, ce qui est amusant, c'est que même l'illustrateur est le même qu'à l'origine, que sur le proto, donc c'est plutôt sympa, je trouve. Ok, écoute, ça va arriver, tu m'as dit, vers le mois de mai. Ça, c'est fin avril, début mai. À peu près, on va dire. Ça peut arriver au mois de juin, vous en voudrez à personne, c'est comme ça. Parfois, il peut y avoir des petits retards qui sont dus à plein de phénomènes différents, peu importe. Mais en tout cas, voilà, ça va sortir donc chez Asmodée. Chez Asmodée, oui. Et puis, du coup, voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu de de ton actualité et puis des actualités de Monolith. Ouais, et puis les actualités de Monolith, il va y en avoir. Moi, je t'engage à suivre un peu ce qui va se passer là Je suis tout le temps. Dans les années à venir, on va dire. Je pense que les 2 années à venir vont être vraiment intéressantes. Ok. Et est-ce qu'il y a des saisons en plus de Batman Est-ce qu'à un moment donné, tu sais que tu vas arrêter Batman à telle saison? Je peux pas te répondre maintenant. Ça dépend des négos avec Warner. Ça dépend. Pour les licences, vous avez des licences pour un certain nombre de... Là, on a encore 3 ans, mais ça dépend aussi de l'appétence. Est-ce qu'on sent qu'il y a une volonté de la part des joueurs qu'on continue? Est-ce qu'ils veulent qu'on reste sur Batman, mais qu'on aille peut-être sur quelque chose de plus simple, plus léger? La question se pose. Aujourd'hui, on a 3 ans pour voir, entre guillemets. Et de toute façon, on s'entend plutôt bien avec Warner, donc ce sera jamais un gros problème. Après, il y a le problème de l'absence d'exclusivité. Qui moi m'embête toujours un peu. C'est toujours chiant quand tu fais un Kickstarter qui est très très lourd en termes de travail, de voir un concurrent quelques mois après sortir un produit sur la même licence ou avant. Et donc c'est le genre de discussion qu'on a aujourd'hui avec Warner. Ok. Et vous aviez aussi pour terminer un jeu, j'ai pas le nom en tête parce que
parce que j'ai trop de choses en tête en ce moment, un jeu avec des scénarios. Où Alors là, Monsieur Fall avait créé un scénario. Ah non, alors ça, c'est différent. Ça, c'était avec une société qui faisait du livre dont vous êtes le héros audio. Je pense que tu parles de ça. Ouais. C'est Iron Castle, mais c'est une société aujourd'hui ça a été un gros échec de ma part, qui a échoué et qu'on est en train de fermer. Ah donc, ok, bon voilà. du coup... Ah non, mais il n'y a pas de problème. Je savais pas. Franchement, non, mais je t'en parlais vraiment. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est important aussi. Moi, je fais beaucoup de paris. Je fais beaucoup de paris. Forcément j'ai des paris qui foirent. Ah bah ça écoute, hein, c'est aussi ce qui fait que parfois les grands succès, c'est parfois les échecs aussi. Mais je les assume, voilà. Bah il faut, hein, écoute, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, mais là c'est un pari qui a foiré, bon ça arrive. Bah écoute, voilà, c'est tout ce que j'avais à te demander. Voilà, je suis très content de t'avoir rencontré. Moi aussi. Et bah ça me fait très plaisir. Et puis nous on va continuer à aller un petit peu se balader dans le festival en attendant la cérémonie de l'As d'Or tout à l'heure. Donc merci Fred, c'était un vrai beaucoup plaisir. à toi. Et puis je vais aller faire un petit tour sur le... C'est qu'une première fois. Bah oui. Je vais faire un petit tour sur le salon sur le Regarde stand, le jeu de rôle. Regarde le jeu de rôle. Monolith. Regarde le jeu de rôle, feuillette et là tu verras. Ça marche. Merci Fred.